même si on attend encore quelques personnes, je vais quand même débuter parce qu'on a beaucoup de choses à couvrir. Puis l'idée aujourd'hui, pour moi, c'est, oui, de vous présenter les statistiques de Roussillon, mais c'est aussi beaucoup de vous faire comprendre un peu comment lire certaines statistiques avec lesquelles qu'on pense en fait qu'on comprend bien, puis peut-être qui ont un impact, puis avec lesquelles on est peut-être un peu moins à l'aise. Le portrait, bon, je me présente, Chantal Pelletier, je suis de l'IRCM, donc l'Instance régionale de concertation en persévérance scolaire et réussite éducative de la Montérégie, puis je vous remercie d'être ici aujourd'hui, premier webinaire de 2025. Ce que je fais, moi, c'est transférer contenu, mon poste, donc j'essaie d'essayer de mâcher l'information, de la vulgariser, de l'illustrer pour vous permettre, tous les partenaires, toutes les personnes qui gravitent autour des jeunes, de mieux comprendre un petit peu l'impact de certains facteurs. Bonjour Sandra, ça me fait plaisir de te voir. Bonjour, désolée. De mieux comprendre certains facteurs qui peuvent influencer, je dirais malgré nous, peut-être un peu des facteurs sociodémographiques, des facteurs territoriaux qui ont une certaine influence sur cette réussite éducative. Donc, je veux vous présenter un peu ce qu'il en est de la MRC de Roussillon. Une des caractéristiques de notre portrait, c'est justement de montrer ces données-là par MRC et non pas par centre de service scolaire. On essaie de réduire au territoire, je dirais, le plus petit, puis peut-être le plus parlant pour la majorité des acteurs. C'est-à-dire qu'on parle des municipalités, des organismes communautaires, secteur scolaire, santé, comme j'ai dit communautaire municipal, donc les affaires, etc. Donc, c'est parlant de le faire par MRC. Et tout ça part de notre beau portrait de la Montérégie. Je vais juste le mettre ici en page couverture que vous avez peut-être vu, puis vous avez peut-être assisté déjà. Je pense que oui, à la présentation Montérégie. Mais en fait, je vais vous parler des mêmes indicateurs. C'est-à-dire que ce sont des indicateurs, comme je viens de vous dire, qui sont territoriaux, sociodémographiques. Je vais vous expliquer un peu l'impact que ces données-là peuvent avoir sur vos jeunes, puis aussi ce qu'il y en est dans votre région à vous. Puis, le portrait de la Montérégie, donc, je ne le passerai pas là, parce que ce serait trop long, nous donne cette espèce de tableau général des 13 MRC de la Montérégie, mis en relation avec les 15 indicateurs qu'on a retenus. Le Roussillon, ici, voyez-vous, vous avez deux indicateurs qui vous permettent de dire que parmi les 13 MRC de la Montérégie, pour vous, cet indicateur-là, c'est un facteur qui est un peu plus favorable que pour d'autres MRC. Puis, il y en a un qui est le taux de personnes issues de l'immigration de première génération qui pourrait être quelque chose un petit peu plus, qui serait un facteur de risque. Mais pour les autres, vous êtes une MRC pas mal centrale en Montérégie. Vous n'avez pas des valeurs qui sont excessives, aux deux extrêmes des valeurs qui sont présentées dans les autres MRC. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que parce que vous n'êtes pas dans les extrêmes, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problématique, OK? Fait qu'on va quand même expliquer ce que ces indicateurs-là veulent dire. Puis, quand on regarde au niveau de la région, donc de la Montérégie, on voit que Roussillon, vous êtes ici, vous êtes dans notre côté vert, je dirais. Donc, vous êtes parmi les MRC pour lesquels il y a moins de risques, mais on va quand même, voyez-vous, tous les MRC qui sont autour de Montréal, là, qui sont en périphérie de Montréal, c'est plus facile. On distingue déjà que la proximité de la ville, du grand centre, des services, etc., pour vous, donne déjà une longueur d'avance sur certains éléments. Contrairement à nos MRC un peu plus rurales ici, qui se situent beaucoup plus loin de la couronne montréalaise. Donc, je vous invite, ça c'est ma petite mise en situation. Je vais vous inviter tout au long de la rencontre à ne pas hésiter à me poser des questions. Vous pouvez lever votre main virtuelle, votre main physique aussi. J'ai quand même une bonne vision de vous en ce moment. N'hésitez pas, OK? On est ici dans un mode d'échange. Puis moi, je suis là pour répondre à vos questions. Puis si vous avez parfois, ça peut arriver que vous ayez des connaissances qui vont me permettre de mieux comprendre moi-même la donnée que je vous présente. Bien, n'hésitez pas à la partager avec nous. C'est pour le bénéfice de tous les spectateurs qui vont assister à cette rencontre-là par la suite. Jusqu'à maintenant, ça va?
OK. Donc, pour nos MRC, vous le savez, on en a 13, je vous l'ai dit tout à l'heure. On a quand même voulu vous donner une idée de où vous vous situez, Roussillon, parmi les 13. C'est-à-dire que, comme je vous disais, il y a des valeurs extrêmes. Vous vous situez où par rapport à tout le monde? Cette comparaison-là entre nous, en fait, c'est comme pour nous indiquer, nous, à l'IRCM, où sont les MRC, où je dirais que faudrait qu'on regarde un petit peu plus là, parce qu'il y a peut-être des choses qui sont plus difficiles, mais ça vous donne une idée. Tu sais, par rapport à tout le monde, votre valeur à vous se situe où, la valeur de l'indicateur et non pas votre valeur à vous, parce que vous avez tous une grande valeur. Et évidemment, on a mis ça aussi dans des rangs centiles, donc on a divisé en quintiles ici. Fait que ça nous donne une idée, là, la problématique est-elle plus grande ou peut-être un peu moins grande dans chaque MRC. Puis je le répète, ça ne veut pas dire que parce que vous êtes dans un vert, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Ça veut simplement dire qu'entre nous, les MRC, vous avez une valeur qui est moins grave, entre guillemets, que les autres. Oui, Geneviève. Est-ce qu'on va avoir un document ou est-ce qu'il y a un PowerPoint ou quelque chose comme ça là, qu'on va avoir accès? Oui, en fait, merci de me poser la question parce que je voulais vous amener, là, je vous ai amené pas sur le bon site, OK. Je voulais vous amener sur le site de l'IRCM. Donc, lorsque vous allez sur IRC Montérégie, hein, puis quand vous cherchez IRCM, cherchez bien avec le mot Montérégie parce que sinon, vous allez vous ramasser sur l'Institut de cardiologie, etc. Donc, vous regardez les mercredis statistiques, ça se trouve sous campagne, mercredis statistiques. Et dans cette page-là, on a tous les webinaires qu'on a présentés jusqu'à maintenant peuvent être revus, donc en reprise, de même que tous les portraits qu'on a présentés jusqu'à maintenant. Donc, le vôtre va être ici. Habituellement, ça se fait le lendemain ou le surlendemain. Mais à la toute fin du webinaire, je vais vous envoyer un petit courriel avec un très, très court sondage pour voir si vous avez apprécié le webinaire. Et dans ce courriel-là, il va y avoir le fichier du portrait Montérégie et Roussillon, celui que je vous présente aujourd'hui. Donc, vous allez avoir toutes les données en main. Ça va bien? Je continue? Excellent. Vous allez voir, ça va assez vite. Je voulais garder ça dans un concept d'une heure. Donc, je vais essayer d'accentuer les choses qui sont les plus importantes pour Roussillon, mais vous aurez bien sûr le loisir de lire tout ce qu'on a trouvé comme information qui pourrait vous intéresser. Donc, Roussillon, qui est la deuxième en importance en ce qui concerne la population, donc le nombre de personnes qui habitent chez vous, et nombre de personnes qui est en hausse entre 2016 et 2021. Il y a une hausse de 7,6 de la population, ce qui est beaucoup, ce qui est une des plus grosses hausses si on considère que la Montérégie a eu 5,4 Donc, c'est une hausse importante, puis évidemment que c'est quelque chose dont il faut tenir compte dans l'offre de services parce que vous avez plus de monde à desservir. Donc, c'est sûr qu'il y a ici quelque chose pour vous qui doit être tenu en ligne de compte. Vous avez, en termes de densité de population, vous êtes la MRC qui a la deuxième plus grande densité de population en Montérégie, 441 habitants par kilomètre carré. Voyez-vous quand même que c'est vraiment beaucoup plus que tous les autres, sauf pour Longueuil. Et cette densité de population-là vous donne un avantage en termes de proximité des services, le transport. Cette proximité-là, donc, fait en sorte que pour vous, ce n'est pas, je dirais qu'il y a moins d'impact lié au fait que les gens ne peuvent pas se rendre au service, etc. Donc, il y en a certainement aussi, là, Émilie, je viens de voir peut-être un peu, je comprends qu'il y en a, mais c'est peut-être un peu moins présent que Acton, par exemple, où là, on a 27 personnes par kilomètre carré, puis les services sont encore plus loin. Il y a des gens qui n'ont presque pas accès à un cégep, à moins d'avoir une voiture. Il y a vraiment excusez-moi, là, je cherche mes mots ce matin. Il y a vraiment des choses qui sont plus difficiles lorsque la densité de population est moins grande. Alors, vous avez cet avantage-là qui ne fait pas en sorte que vous n'avez pas de problématique. En ce qui concerne le taux de mobilité, ça, c'est quelque chose sur lequel j'aime beaucoup insister un peu. Quand on parle du taux de mobilité, c'est le nombre de personnes qui sont arrivées
dans votre MRC entre les deux derniers recensements. Donc, entre 2016 et 2021, dans Roussillon, il y a 38,7 % de la population qui a déménagé. En fait, qui a aménagé, qui a eu une nouvelle adresse dans Roussillon. Déjà ça en partant, ça fait que wow, OK, là, j'ai plus que le tiers de ma population qui est du monde qui arrive, là. Et là, ça m'a donné. En fait, moi, ça me rendait perplexe. Je me disais, mais oui, mais il y en a qui font juste changer d'appartement. Ils ont trouvé un meilleur appartement ou ils ont trouvé quelque chose de mieux. Alors, qui sont ces personnes-là qui bougent dans les MRC? Elles sont divisées en 3 grands groupes. Donc, il y a les non-migrants. Les non-migrants, ici, c'est 9%. Ce sont les personnes qui n'ont pas changé d'MRC. Ils sont juste comme déménagés pas loin, hein, changé d'appart. C'est eux qui ont peut-être un impact moins grand sur l'effet de cette migration-là. On a les migrants internes. Les migrants internes, ici, c'est 27%. 27%, c'est des personnes qui n'habitaient pas votre MRC puis qui arrivaient du Québec, d'ailleurs, en Montérégie, mais qui sont arrivés chez vous entre 2016 et 2021. Donc, ces gens-là, ces 27%-là, ils connaissent peut-être moins bien vos écoles, vos services, votre territoire de façon générale. Donc, c'est des gens vraiment importants à considérer. Et on a bien sûr nos 2,1% de migrants externes, donc des personnes qui arrivaient de l'extérieur du Canada et qui sont arrivées dans votre MRC. On parle donc ici d'à peu près on a 29,5% de votre population qui n'habitaient pas dans votre MRC, c'est le tiers de votre population. Et ce que je veux vous dire, en fait, c'est qu'il ne faut pas seulement penser aux migrants externes lorsqu'on offre les services, il faut aussi penser à ces migrants internes-là ici qui sont nouveaux et qui ont envie de mieux comprendre ce qui est offert dans leur nouveau milieu de vie. C'est compris ça pour tout le monde? Vous êtes une MRC chez qui ça bouge beaucoup. Vous êtes parmi celles, donc voyez-vous, vous êtes dans les 4 derniers ici, parmi celles où ça bouge le plus. OK? Donc, c'est une belle réalité auquel vous devez faire face. Les familles, vous êtes la MRC de la Montérégie qui a le plus de familles avec enfants. Pardon. Top 1 famille avec enfants. Et parmi ces familles avec enfants-là, 62% de vos familles ont des enfants, un ou plusieurs. Vous en avez 25,9% qui sont des familles monoparentales. La monoparentalité peut avoir un impact sur la persévérance scolaire dans la mesure où il peut y avoir plus de stress émotif, économique. Donc, il y a des choses qui sont vécues par les jeunes dans les familles monoparentales, pas systématiquement, mais c'est possible que ce soit le cas, peu importe que ce soit en garde partagée ou pas. Donc, le fait d'être en famille monoparentale peut avoir un impact et vous êtes parmi les MRC qui a le moins de familles monoparentales. Donc, pour vous, l'enjeu des familles monoparentales est peut-être moins difficile il n'est pas moins difficile à adresser, moins important que dans d'autres MRC, mais le fait que vous ayez tellement de familles avec enfants, ça fait qu'en nombre, vous avez aussi beaucoup de familles monoparentales parce que vous avez beaucoup de familles avec enfants. Donc, moi, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est de ne pas oublier ces jeunes-là qui vivent avec des facteurs qui sont susceptibles de créer donc des obstacles supplémentaires dans leur parcours éducatif. 62%, c'est vraiment un gros taux de famille avec enfants. Dans Roussillon, en ce qui concerne le revenu, l'emploi, vous êtes dans la moyenne montérégienne. 81% des personnes de 25 à 64 ans travaillent, donc ont un emploi dans votre MRC. C'est plus que dans la Montérégie et c'est plus qu'au Québec. Et ce qui est très intéressant, c'est le taux d'emploi des personnes de 15 à 24 ans. On parle beaucoup de conciliation études-travail en ce moment dans toutes nos conversations. Nous, à l'IRCM, c'est un phénomène qui nous intéresse beaucoup. D'ailleurs, on l'explore et on va même faire un webinaire là-dessus, là, je dirais après le mois de mars, le printemps-été. On est en train de travailler sur un portrait beaucoup plus détaillé de la conciliation études-travail et on se rend compte à quel point tout ça a un impact, puis on aimerait vraiment aussi insérer au moins un indicateur plus en lien, encore plus précis avec ça dans notre portrait.
Mais ça veut dire que 58,3 % de vos jeunes de 15 à 24 ans ont un emploi. C'est beaucoup, OK? En fait, c'est beaucoup, mais c'est quand même un des plus faibles en Montérégie. C'est-à-dire que la plupart des MRC, les jeunes travaillent encore plus. Mais il faut considérer que ces jeunes-là qui vont à l'école et en emploi peuvent rencontrer des difficultés supplémentaires en termes de persévérance scolaire. Ça ne veut pas dire que tous ces jeunes-là vont à l'école. Et c'est là ici que nous, à l'IRCM, on veut aller préciser cet indicateur-là pour pouvoir vous dire exactement, disons de façon un peu plus précise, qui sont ces jeunes en emploi, lesquels travaillent, etc. Donc, voilà, ça va être, ce webinaire-là va bientôt être disponible sur le site web de l'IRCM pour l'inscription. Donc, vous regarderez ça, ça peut être intéressant. En termes de faible revenu, vous êtes aussi dans la moyenne de la Montérégie. Le revenu, évidemment, peut avoir une incidence sur le stress, les défis émotionnels, financiers, mais il ne faut pas se laisser, duper par exemple, en fait, ce qui arrive, c'est qu'on peut penser que les faibles revenus ont un niveau de scolarité. Les parents qui ont un faible revenu peuvent avoir un niveau de scolarité moins élevé que les parents qui ont un revenu plus élevé, et ce n'est pas le cas. On a en Montérégie un phénomène où il y a beaucoup, beaucoup de parents dont le niveau de scolarité est assez bas, qui ont un revenu très, très élevé parce qu'ils ont des bonnes jobs, entre guillemets. C'est parce que, je vous dis ça, parce que le niveau de scolarité des parents est directement associé à la persévérance scolaire. Donc, plus le niveau de scolarité d'un parent est élevé, plus la persévérance scolaire devrait être grande chez le jeune. Donc, le revenu, c'est que le faible revenu est souvent un indicateur d'un faible niveau de scolarité, mais le haut revenu n'indique pas nécessairement une forte scolarité. Donc, ça ici, votre taux de faible revenu, il est dans la moyenne, mais ce sont quand même des revenus qui sont assez faibles, je dirais, par rapport à ce qu'on peut retrouver dans le reste de la Montérégie, mais ça se compare au Québec. En termes de niveau de scolarité, justement, dans votre MRC, je vous disais que plus les niveaux de scolarité des parents sont élevés, plus la persévérance peut être grande. Eh bien, vous êtes une des MRC en Montérégie où il y a le plus grand nombre de personnes qui ont un diplôme. Donc, en fait, dans votre MRC, il y a seulement 9,4 % des parents, donc des 25-64 ans, qui n'ont aucune certification, aucun diplôme. Et ça, c'est très bon parce que ça vous donne un avantage en termes de PSRE, de persévérance scolaire. Et qui plus est, je vous amène ici directement en bas en termes de diplôme universitaire. Vous avez beaucoup de diplômes universitaires, contrairement à plusieurs MRC de la région. Globalement, dans votre MRC, vous vous distinguez par des niveaux de scolarité qui sont les plus élevés en Montérégie. Donc, ça ici, c'est le plus haut niveau qui a été atteint par les parents. Donc, ici, là, donc, le plus haut niveau, qui est un niveau d'études secondaires, vous vous comparez à ce qu'on retrouve secondaire ou professionnel. Là, ici, il a été divisé en deux. Vous vous comparez pas mal à ce qu'on retrouve au Québec. Même chose pour les DEC. Mais vraiment, par rapport au reste de la Montérégie, là, aucun certificat puis les diplômes d'études universitaires, vous êtes vraiment très, très bien situés. Et ça vous donne une plus grande facilité à communiquer avec les parents également. Cette communication-là avec les parents peut être plus facile et ces parents-là vont avoir aussi une influence plus positive sur le parcours éducatif de leur enfant. Donc, c'est une belle nouvelle pour Roussillon. Il ne faut pas oublier, par contre, on va parler du niveau de littératie dans 2 minutes. Vous allez voir que c'est aussi très impactant. Les personnes issues de l'immigration, dans les données qu'on a eues précédemment, les taux de diplomation étaient relativement plus élevés chez les jeunes issus de l'immigration par rapport aux jeunes non issus de l'immigration, donc les jeunes natifs. Je dirais d'ici, on va le distinguer.
Mais ce n'est plus le cas, en fait, dans les dernières données. Les personnes issues de l'immigration de première génération, c'est-à-dire que ce sont les jeunes qui sont arrivés ici, sans naître ici, donc sont arrivés ici en cours de parcours scolaire. Donc, ces personnes issues de la première génération n'ont plus un impact, ne diplôment plus de façon plus grande en proportion que les autres. C'est à peu près égal maintenant, le taux de diplomation. Puis là, c'est quelque chose qu'on va observer au fil du temps. En ce moment, je n'ai pas d'explication à vous donner pourquoi avant, ces jeunes-là diplômaient plus et pourquoi ils ne diplôment plus ou moins maintenant, si ce n'est que le type d'immigration a changé au Québec. Avant, on avait beaucoup plus d'immigration. En fait, je dirais maintenant, on a plus de réfugiés. Donc, il y a des gens qui viennent beaucoup plus se réfugier. Dans les dernières années, on a eu un plus grand nombre de personnes réfugiées, la Syrie, etc. Ces jeunes-là qui n'ont pas nécessairement eu accès à un passé éducatif aussi rempli que d'autres générations d'immigrants qu'on a eu auparavant. Il y a des jeunes maintenant qu'on doit suivre beaucoup plus. Ce qui fait que les étudiants de première génération, bien que ce soit des jeunes qui travaillent très fort et qui veulent beaucoup répondre aux attentes de leurs parents, puis plaire beaucoup à leurs parents, bien, en ce moment, c'est plus difficile pour eux, la diplomation. Et c'est aussi des jeunes qui vont plus décrocher carrément, qui vont abandonner leurs études beaucoup plus qu'avant. Alors, je me suis intéressée à cette première génération-là. Ici, chez vous, vous avez 15,3 % de votre population qui est issue de l'immigration, ce qui est une grosse proportion en Montérégie. C'est le deuxième plus élevé. Mais parmi ces jeunes, parmi ces gens-là, j'ai divisé ça en première génération. Vous avez 16,7 % de votre population immigrante qui est issue, qui est de première génération. Et c'est vraiment là, vous êtes presque la MRC où il y en a le plus. Je pense que c'est Longueuil la première. C'est énorme. 16,7 % de votre population première génération. C'est un défi supplémentaire dans les écoles, dans les services communautaires, les services de santé, etc. Parce que souvent, bon, il y a évidemment la langue qui est qui est moins connue, mais il y a des difficultés aussi en termes d'études antérieures ou de scolarité antérieure de ces jeunes-là. Deuxième génération, troisième génération, c'est tout réglé. C'est-à-dire que tout le monde est embarqué dans le système scolaire. Mais en fait, évidemment qu'il y a des problématiques qu'on va toujours avoir à travailler, mais en deuxième et troisième génération, le taux de diplomation des jeunes est beaucoup plus élevé que ceux des personnes qui sont québécoises de souche. Là, je ne sais même plus si c'est comme ça qu'on doit le dire, mais première génération chez vous, ça a un impact. Vos principaux pays d'origine, donc entre 2016 et 2021, les personnes qui sont arrivées chez vous provenaient de la Chine, du Cameroun, de l'Algérie, de la France et du Maroc. Donc, on voit ici des langues variées, bien que le français soit quand même quelque chose d'assez prononcé, mais c'est des origines variées, puis c'est intéressant de voir cette diversité-là. Est-ce qu'il y a des questions sur l'immigration? Ça va? Le français, vous êtes parmi les MRC où ça parle le moins le français, donc vous êtes ici dans les 4 dernières. Ça pourrait être problématique, je ne sais pas comment vous le vivez sur le terrain. Il y a 36,7 % de vos citoyens et citoyennes qui parlent français seulement, 57,2 % qui sont français et anglais, donc bilingues, ce qui nous donne un total de personnes qui connaissent le français de 93,8, qui est un peu plus bas que le reste de la Montérégie, similaire au Québec. Ce qui est intéressant, c'est que, intéressant, oui et non, c'est que vous avez la proportion la plus élevée de toute la Montérégie de personnes qui parlent anglais uniquement. 5,4, c'est vraiment vous
qui êtes au cœur de cette communauté anglophone-là. Alors, c'est important d'en tenir compte. Je veux vous dire que nous autres, à l'IRCM, les populations anglophones de la Montérégie, ce sont des populations auxquelles on s'intéresse encore plus et de plus en plus et qu'on a envie de mieux connaître et de mieux desservir. Donc, je veux que vous sachiez qu'on est derrière vous par rapport à cette communauté anglophone ici. Puis en ce qui concerne l'anglais, les personnes qui sont ni anglais ni français, vous avez un taux similaire au reste de la Montérégie. Je continue. Vous m'interrompez s'il y a quelque chose. La littératie, ça c'est super intéressant, la littératie. On regarde la population de 25 à 64 ans, donc 15 ans et plus, qui ont un niveau de littératie sous le niveau 3. Hein. Je vous ai mis ici les 6 niveaux de littératie. Là, on commence à 0 et on va jusqu'à 5. Celui auquel on s'intéresse habituellement, c'est le 3, qui est lire des textes denses ou longs, nécessitant d'interpréter et de donner du sens aux informations. Ça veut dire, c'est ce qu'on appelle les analphabètes fonctionnels. OK? Ça, c'est le niveau 3. Donc, quand on est sous le niveau 3, en fait, au niveau 3, on est un analphabète fonctionnel, puis sous le niveau 3, ben là, ça commence à être de pire en pire, là, comme vous le voyez, jusqu'à 0. Ça évolue dans Roussillon. Ça évolue un peu comme... en fait, ça évolue encore plus dans Roussillon. Votre courbe est encore plus à la baisse que dans le reste de la Montérégie et du Québec, où les courbes sont assez parallèles. On est à 51,6 % de votre population de 15 ans et plus qui est analphabète fonctionnel. Alors, oui, il y a un gros taux de diplomation dans votre population. Il y a beaucoup de gens qui ont des diplômes et très peu de gens qui n'ont pas de qualification ni de diplôme, mais le taux de littératie sous niveau 3 est quand même important. On parle de 50 % de la population. Ça reste que ce n'est pas dans les pires de la MRC, mais c'est pas... il faut s'en préoccuper. Et en fait, il faut s'en préoccuper, pas nécessairement en vous disant il faut qu'on apprenne aux parents à écrire ou mieux parler. Oui, mais il faut s'en préoccuper de la façon où c'est la façon dont on communique avec les gens qui est la plus importante. On ne peut pas envoyer des textes longs. On ne peut pas, les écoles, les centres de services, les centres de santé, on doit absolument simplifier le langage pour que les parents comprennent bien ce qui se passe et qu'ils puissent mieux accompagner leurs enfants dans leur parcours scolaire. Évidemment, ces parents-là ici, donc 15 ans et plus, ces parents-là aussi ont de la difficulté à comprendre ce que le jeune est en train d'apprendre à l'école. Donc ça, c'est aussi quelque chose dont il faut se préoccuper, puis qui peut être un obstacle majeur pour le jeune. Donc, que lui-même parle français, c'est une chose, mais que ses parents ou parlent français ou ça, peu importe que ce soit la langue maternelle ou pas, là, mais le taux de littératie, peu importe qu'on soit québécois depuis toujours, si notre taux de littératie est bas, on ne pourra pas aider notre enfant. Il faut en tenir compte dans nos communications puis dans les services qu'on offre aussi. Tutorat avec les jeunes pour compenser, etc. Donc, il y a tout ça qui peut découler de ce taux de littératie. Des questions là-dessus? Je continue. La petite enfance, donc, on a notre taux d'enfants de 0,5 ans en situation de faible revenu. 6,6 % de vos enfants en situation de faible revenu. C'est vraiment plus bas que dans le reste du Québec et de la Montérégie en général. C'est important parce que le faible revenu, donc, ça entraîne des obstacles qu'on dit systémiques. Donc, ça affecte la préparation à l'école, la motivation pour l'apprentissage, la santé mentale, physique, l'accès aussi à des opportunités éducatives avant de commencer l'école. Alors, c'est quelque chose dont il faut se préoccuper hein, dans la petite enfance. Et c'est lié aussi aux places en service de garde éducatif à l'enfance. Dans les 0-4 ans, dans Roussillon, c'est 66 % de vos enfants qui bénéficient d'une place, c'est-à-dire qu'ils pourraient, s'ils le désiraient,
avoir une place. C'est la disponibilité des places dans Roussillon. Donc, c'est 66 %. C'est parmi les bons taux de place en Montérégie. Vous avez aussi ce taux de place-là qui est vraiment distribué de façon quasi égale entre les centres de la petite enfance, les garderies privées subventionnées et non subventionnées, de même que les milieux familiaux. Ici, sous toute réserve, là, il y a vraiment des études, puis il y a vraiment des articles qui commencent à sortir sur le fait que les services en CPE sont clairement mieux encadrés et qui donnent des résultats, ou je dirais les activités d'apprentissage des enfants sont plus diversifiées et plus appropriées pour l'entrée à l'école. Donc, le fait d'avoir beaucoup de CPE, c'est souvent un avantage. Dans votre cas, c'est très distribué. C'est mieux, je pense, d'avoir beaucoup de place en garderie que d'avoir peu de place, puis que ce soit toutes des CPE, mais il faut voir peut-être comment on pourrait augmenter la proportion des CPE pour avoir encore des services de meilleure qualité. Mais vous voyez que c'est distribué quasi de la même façon que la moyenne de la Montérégie. Donc, dans Roussillon, ce n'est pas vrai, c'est pas le plus gros enjeu, je dirais actuellement, les services de garde éducatifs. Des questions là-dessus? D'accord. Vulnérabilité, je ne sais pas si parmi vous, il y en a beaucoup qui ont assisté aux présentations de l'ECDEM dans les dernières semaines. Il y a eu, oui, hein, c'est ça, Geneviève, donc ce ne sera pas une surprise. L'ECDEM, l'enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle, ont récemment sorti leurs données pour 2012. Donc, c'est une étude qui est faite à tous les 5 ans. Et ce n'est pas une étude, en fait, c'est une enquête. Et cette enquête-là, elle est menée auprès de quasi la totalité des enfants du Québec qui sont en maternelle 5 ans. Donc, ce qui arrive, c'est que les enseignants de maternelle vont remplir un questionnaire pour chaque enfant afin de déterminer, puis c'est un questionnaire normé, c'est-à-dire que tous les enseignants ont le même questionnaire pour tous les enfants. En fait, ce sont des enfants qui ne sont pas des enfants avec des plans d'intervention en partant. Okay? Donc, ce sont des enfants qui n'ont pas été décelés comme étant partie de la catégorie HDR. Okay? Donc, les enfants réguliers. Donc, et on se questionne sur leur santé physique et bien-être, compétences sociales, maturité affective, développement cognitif et langagier et habilité de communication, connaissance générale. Je dirais l'indicateur sur lequel la plupart du temps on va se pencher, c'est le fait qu'un enfant soit vulnérable dans au moins un des domaines de développement. Alors, pour ce qui concerne Roussillon, en 2012, au premier moment de cette enquête-là, on était à 23 % des enfants et en 2022, c'est rendu à 30 %. Donc, il y a 10 points de pourcentage de différence. Puis là, faites-vous-en pas, c'est partout. Ou presque, c'est partout comme ça. C'est pas seulement Roussillon, c'est partout au Québec, c'est partout en Montérégie. Ça varie pas toujours de la même façon d'une région à l'autre. Ce qui est particulier de Roussillon, c'est qu'en termes de développement cognitif et langagier, puis les habiletés de communication, c'est ici qu'il y a eu je dirais, que les choses ont le moins bien évolué et à un point tel que les résultats des enfants de Roussillon sont significativement vraiment plus grands, c'est-à-dire que la proportion est vraiment plus grande que dans le reste de la Montérégie. Donc, puis c'était pas le cas avant. OK, c'est ça qui est triste pour 2022. Alors que, voyez-vous, maturité affective, vous étiez parmi ceux qui avaient en 2012 où c'était plus difficile. Et maintenant, même si la valeur a augmenté, vous ne faites plus partie de celles où c'est plus marqué par rapport à la Montérégie. Même chose pour santé physique et bien-être, les choses se sont améliorées. Donc, c'est vraiment ici au niveau du développement cognitif, langagé puis habilité de communication où il faut vraiment regarder, avoir un regard encore plus perçant. Oui, Sandra. Micro, ouais. Ah, on t'entend pas, c'est drôle. Est-ce que... Non. Si tu veux, tu peux me l'écrire.
Attends, OK. c'est peut-être. OK, c'est Sinon, bon, est-ce je que tu l'ai. m'entends? Oui, C'est oui. correct? OK. Ben, c'est intéressant comme donnée, mais c'est aussi alarmant comme résultat. Est-ce qu'on. Bon, là, peut-être que tu ne peux pas me dire, mais est-ce que dans l'enquête, on explique un peu là, pourquoi que les enfants ont plus de problèmes langagiers? Est-ce que c'est relié aux réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a des hypothèses où on n'est pas encore rendu à ce développement-là? Écoute, Geneviève, tu me corrigeras si ton souvenir est différent, mais je ne, j'ai pas reçu d'explication. C'est alarmant partout, mais pour le moment, j'ai pas vu ces explications-là. Je vais quand même te suggérer, Sandra, d'aller lire, d'aller sur le site de l'ECDEM où tu vas trouver toutes les données. Puis sur le site de la santé publique, il y a non seulement les données de l'ECDEM, mais il y a aussi les données par CLSC, par vraiment région socio-sanitaire. Excusez-moi, je m'excuse, je vais être obligée de. Pardon. Euh, donc, ça peut être intéressant, mais je n'ai pas vu d'hypothèse. Geneviève, est-ce que tu as vu quelque chose, toi? Non, je n'ai pas vu d'hypothèse, mais dans cette enquête-là, on voit le temps d'écran aussi. Il y a des données comme ça, mais s'il y a un lien entre les deux, il n'en parle pas. Non, effectivement, mais je pense que c'est critique actuellement dans tout le Québec. OK? Il y a cette hausse dramatique. Donc, c'est sûr que les gens vont se pencher là-dessus, là. Je veux dire, je ne peux pas croire que personne va essayer de faire de lien entre ces domaines de vulnérabilité-là, puis le reste. Ce qui est pas étrange, mais intéressant à constater, c'est que d'une MRC à l'autre, ce ne sont pas du tout les mêmes domaines qui sont critiques dans une MRC par rapport à une autre. C'est extrêmement différent d'une MRC à l'autre. Les pourcentages, les taux sont presque tous à la hausse, sauf dans une MRC ou deux. Euh, Voyez-vous, vous, il est à la baisse ici là, pour santé physique et bien-être. Mais bon, pour le reste, c'est à la hausse. Fait qu'il faut. C'est une bonne question, Sandra. Je pense que c'est quelque chose sur lequel, de façon sociétale, on doit se pencher collectivement parce que c'est intense, là, la variation. Le profil IMSE, donc IMSE, milieu socio-économique, indice de milieu socio-économique, c'est un indice qui est basé sur deux choses. La première chose, c'est la proportion de familles avec enfants dont la mère n'a pas de diplôme. Tantôt, je vous ai parlé du diplôme, hein, du taux de diplomation le plus haut puis que chez vous, c'est 9,1. Hein, il y a seulement 9,1 des personnes qui n'ont pas de diplôme. Mais cet indice-là, il est basé sur si la mère n'a pas de diplôme. Donc, ça compte sur 2 tiers du poids de l'indice. Et les autres, c'est le fait que les parents n'étaient pas à l'emploi durant la semaine de référence du recensement. Donc, c'est 1 tiers du poids de cet indice-là. Les écoles qui sont classées entre 7 et 10 sont considérés par le gouvernement, le ministère de l'Éducation, comme étant des milieux plus défavorisés, puis qui ont droit à des mesures particulières, donc pour aider à la réussite des élèves. En fait, ce qui est vraiment considéré comme milieu défavorisé, c'est 8 à 10, mais le ministère a décidé d'inclure les 7 aussi parce qu'il voyait que les résultats à moyen terme étaient les mêmes à peu près que pour les écoles qui étaient à 8. Donc, ils ont décidé d'inclure les écoles dont l'indice était 7. Dans Roussillon, vous n'avez à peu près pas droit à ces mesures particulières-là, à la réussite des élèves dans à peu près aucune de vos écoles ou presque. Au primaire, c'est 12% de vos écoles qui se situent dans ces rangs déciles-là. Et au secondaire, c'est 0% de vos écoles. Donc, en tout, vous avez 15,8% de vos élèves du primaire qui bénéficient de mesures particulières qui aident à la réussite. C'est sûr que c'est bien d'avoir un indice IMSE bas, en fait, c'est sûr que ça démontre peut-être des élèves qui ont des milieux de vie qui vont favoriser leur persévérance scolaire, mais en même temps, la contrepartie, c'est que vous n'avez pas les mesures particulières en provenance du ministère. Mais ce qui peut être l'autre contrepartie, c'est que vous ne perdrez pas ces mesures particulières
là si jamais le milieu de vie autour des élèves s'améliore. Parce que des écoles dont l'indice IMSA change annuellement et si ça passe de 7 à 6, ben là, ils perdent une partie des services qu'ils pouvaient donner à leurs élèves. Donc, il y a toutes sortes de choses un peu, je dirais, qui peuvent être positives ou négatives associées à cet indice-là. Et vos écoles vont très bien en termes de IMSE. En ce qui concerne vos élèves, la proportion d'élèves qui sont en situation de handicap, difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, vous êtes à 21,4 % de vos élèves dans Roussillon et 21,4 % ce sont ceux qui sont diagnostiqués. OK, donc on ne parle pas ici des jeunes qui ne sont pas diagnostiqués, alors qu'on sait tous qu'il y en a. Il y en a encore plus, je dirais, dans les milieux encore plus défavorisés. C'est-à-dire que si votre MRC était parmi celles où le taux de faible revenu est le plus élevé, on pourrait même imaginer que le taux est vraiment beaucoup plus élevé. Étant donné que le taux de faible revenu de vos familles, je dirais, dans la moyenne, le 21,4, c'est sûr qu'on peut s'imaginer qu'on peut le gonfler un petit peu par les gens qui n'ont pas fait de diagnostic avec leurs enfants, mais peut-être un peu moins gonflé que dans d'autres milieux moins défavorisés. Donc, ça peut se rapprocher à peu près plus un pourcentage X là, de ce qui se retrouve dans les écoles. Ah, c'est ça. Vous êtes je disais Jardin de Napierville, j'ai fait une petite erreur. Non, c'est que vous êtes ex aequo avec les Jardins de Napierville à ce niveau-là. Vous avez le même niveau d'enfants HDA dans vos écoles. Évidemment que les élèves HDA, pourquoi on le met ici en termes de facteurs de risque, c'est que, bon, il y a beaucoup de services, évidemment, qui doivent être donnés aux enfants HDA, mais aussi, c'est qu'en bout de ligne, en termes de taux de diplomation, ces élèves-là diplôment drastiquement moins que le reste des élèves du secondaire. Donc, il y a comme un effort encore plus grand à mettre pour aider ces jeunes-là à se rendre à la diplomation. Puis actuellement, ben, c'est de l'ordre des 2 tiers. 60 % des jeunes HDA vont diplômer versus 80 % des élèves qui ne sont pas HDA. Donc, c'est une grosse différence là, proportionnellement. J'arrive ici à ce graphique-là. Puis là, je vais faire un gros mea culpa. En révisant juste avant la rencontre avec vous, je me suis rendu compte qu'il y a une erreur ici dans mes 2013-2014. Je pense qu'il y a des données de nos portraits qui ont été mis ici. Alors, pour 2015, ça va, c'est les bonnes données, mais ça ici, je vais les modifier. Vous allez voir qu'avant de vous envoyer le fichier, je vais vous mettre les bonnes données, mais je les ai, les données, c'est juste qu'ici, ce n'est pas les bonnes. Je veux simplement vous montrer d'abord la cohorte de 2015. Le taux de diplomation et de qualification après 7 ans, c'est un taux qui mesure il y a 7 ans. Donc, en 2015, mais là, en fait, il y a 7 ans, c'est un petit peu plus tard que ça. Je vais vous expliquer pourquoi on n'a pas les données de 2016-2017. Mais en 2015, il y a un certain nombre de jeunes qui ont commencé leur secondaire 1. Et ce nombre de jeunes-là, ce sont ces jeunes-là dont on va reprendre la liste 7 ans plus tard et on va se demander est-ce qu'ils ont reçu un diplôme, peu importe lequel. Secondaire 5, formation professionnelle, formation générale des adultes ou un diplôme. OK? Est-ce qu'ils ont diplômé après 7 ans? Alors, chez vous, dans Roussillon, c'est 86,1 % des jeunes qui diplôment après 7 ans. Donc, ça, c'est la cohorte de 2015. Donc, ils ont terminé 2015 plus 7. Écoute, 2022, je ne suis pas bonne en calcul mental. Donc, ils ont terminé donc, au début des années 2020. Et ça fait de vous l'une des MRC où le taux de diplomation est le plus élevé. Donc, vous avez un excellent taux de diplomation. Je vais juste revenir ici dans mon petit fichier Excel que j'ai sorti. Je vous ai sorti les chiffres des années précédentes. Donc,
C'est ça. La cohorte 2015, c'est ceux qui ont terminé en 2022. La cohorte 2014 ont terminé en 2021. Et ici, c'est la cohorte de 2013. Alors, le taux de diplomation, tout taux confondu, est passé de 84,7 en 2020 jusqu'à 86,1 en 2022. En 2014, il y avait eu une petite hausse à 86,9, mais il y a eu une petite baisse avec la cohorte de 2015, mais ce n'est pas une grosse baisse là, ici du taux. Pour les garçons, ça c'est les garçons, on voit que le taux de diplomation, il augmente aussi chez les garçons et chez les filles, ça reste relativement stable. La différence de taux entre les garçons et les filles est également à peu près stable chez vous, donc il n'y a pas de grosse différence, amélioration ou ça n'empire pas non plus. Donc, en fait, ici, on a 80, 89, 83, 90. C'est relativement stable entre les garçons et les filles. Vous pouvez donc être content de ce taux de diplomation-là. Et je veux vous dire, là, ce qui est très important aussi avec les secondaires après 7 ans, je vous ai dit que ce sont les jeunes qui arrivent en secondaire 1 et ensuite, cette liste de jeunes-là, on les regarde lorsqu'ils sortent après 7 ans, s'ils ont leur diplôme. Ça veut dire que les gens qui sont arrivés au secondaire pendant cette période-là, donc, toutes les personnes issues de l'immigration ou les gens qui arrivaient de l'Ontario, des États-Unis ou d'ailleurs au Canada ne sont pas inclus dans ces chiffres-là s'ils sont arrivés pendant leur secondaire. S'ils sont arrivés avant, ça va parce qu'ils ont commencé leur secondaire 1 en même temps que tout le monde. Mais quelqu'un qui arrive en secondaire 3, puis même, je dirais, quelqu'un qui arrive dans la MRC de route. Non, c'est au Québec. Non, c'est vraiment comme ils vont vérifier au Québec si la personne a son diplôme. Mais si la personne, elle est partie, elle est retournée en Ontario, elle est retournée aux États-Unis, elle est retournée en Nouvelle-Écosse, puis qu'elle a obtenu son diplôme dans sa nouvelle résidence, ce n'est pas inclus non plus dans ce chiffre-là. On l'a comme perdu, cette personne-là. Elle fait partie des non-diplômés. Parallèlement à ça, on a ici le taux de sortie sans diplôme. Le taux de sortie sans diplôme, ce n'est pas la même chose. Ça, ce que ça fait, c'est qu'il regarde tous les élèves qui ont terminé l'école à une année X. Donc, tous ceux qui ont terminé ou qui sont sortis de leur secondaire et qui, un an plus tard, ne sont pas revenus. Donc, les personnes qui sont sorties, qui ne sont pas revenues à l'école un an plus tard, puis qui n'ont pas eu leur diplôme. Ça, c'est le taux de sortie sans diplôme. Donc, le taux de sortie sans diplôme, ça inclut toutes les personnes qui sont arrivées pendant le secondaire 2, secondaire 3, secondaire 4, les personnes issues de l'immigration, etc. Voyez-vous la différence entre les deux taux ici, puis c'est important de voir les deux. Parce que le taux de sortie sans diplôme, c'est 9,2 %. C'est un des plus bas de la Montérégie, votre taux de sortie sans diplôme. Et votre taux de diplomation qui est à 86,1 %, c'est un des plus hauts. Donc, il y a quelque chose qui marche chez vous en termes des efforts que vous faites pour la persévérance des jeunes. Au secondaire, il y a quelque chose qui va bien dans vos écoles. Tantôt, je vous ai dit que les élèves issus de l'immigration de première génération avaient tendance à sortir de l'école plus avant d'avoir leur diplôme, mais ces jeunes-là, c'est ici qu'on les trouve. C'est dans le taux de sortie sans diplôme, parce que souvent, ils ne sont pas là parce qu'ils sont arrivés en secondaire 2, en secondaire 3, ils ne sont pas dans votre taux de diplomation, peut-être ces jeunes-là, mais ils sont ici dans votre taux de sortie sans diplôme. Et ça, il est quand même vraiment beau, votre taux de sortie sans diplôme à 9,2. Il est sûr qu'il y a des efforts à faire, là. On ne peut pas s'asseoir sur nos lauriers, mais il y a quelque chose qui se passe bien dans vos écoles. Fait que il faut observer ça. En tout cas, il y a peut-être nous et d'autres MRC qui pourraient observer ce qui se passe chez vous. Donc, je vous promets, tout ça, ce sera mis à jour et déposé sur le site web et dans le document que je vais vous envoyer tout de suite après la rencontre. Est-ce qu'il y a des questions sur le taux de diplomation? Tout le monde a bien compris la distinction entre les deux données. Parfait. On arrive à la fin.
Ça va vite, là, je me rends compte. La fin, c'est votre tableau de bord, en fait. C'est comme j'ai essayé de rassembler en une seule page les différentes caractéristiques sociodémographiques territoriales de Roussillon. C'est un tableau que je vais avoir envie de faire évoluer au fil des années. Moi, je ne lâche pas. Ces indicateurs-là, ça fait plus qu'un an que je travaille avec eux. Je travaille aussi beaucoup avec des chercheurs qui démontrent l'impact de certains facteurs sur la persévérance scolaire, facteurs qui ne sont pas encore indiqués dans mon tableau. Donc, ça va évoluer. Je dirais que pour 2025, à partir de l'été, on va commencer à travailler sur des indicateurs peut-être encore plus pertinents. Ceux-là le sont, mais il y a des choses que je veux ajouter qui ont un impact direct sur la persévérance scolaire et réussite éducative, puis pour montrer, voir dans vos communautés où est-ce qu'il y a des éléments qui pourraient être des facteurs de protection et d'autres éléments qui pourraient être des facteurs de risque. Je n'ai pas parlé de santé mentale dans mon portrait. Je n'ai pas parlé beaucoup de santé en général. Puis ça, c'est quelque chose sur lequel aussi je veux mettre l'accent dans une prochaine version du portrait. Donc, c'est une base, c'est notre fondation, c'est notre premier jet d'un portrait pour vous aider à mieux comprendre vos réalités. Et on va continuer à évoluer là-dessus, puis on va essayer de comprendre aussi un peu mieux là, tout le qualitatif qui est derrière ça. J'ai des collègues qui se promènent un peu partout pour mieux comprendre la vraie réalité en parlant avec des gens pour que ces indicateurs-là soient encore plus parlants au fil des années, puis au fil du temps qu'on va travailler ensemble, tout le monde. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça? Des observations, des commentaires? C'est bon. Bon, mais je m'en vais corriger tout de suite le tableau sur la diplomation. 5 minutes avant la rencontre, j'étais comme, oh non, 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 non. Puis pourtant, je travaillais dessus toute la semaine passée, tout ça. 5 minutes, non, ça se peut pas. Puis là, j'ai, ah non, j'ai pas le temps de le corriger. Là, j'aurais pu m'embarquer dans la correction, mais non, j'avais pas le temps. Là, j'aurais fait pire. Donc, je vous promets que ce sera la bonne version que vous aurez entre les mains. Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir assisté à cette rencontre. Puis, je vous souhaite une très belle journée, une bonne année 2025. Je ne sais pas, le 15 janvier, je pense qu'il n'est pas trop tard pour se souhaiter une bonne année. Puis, n'hésitez pas à vous inscrire. Oui, Isabelle. En fait, je voulais juste émettre un commentaire, puis merci beaucoup là, pour la présentation, Chantal. Ce que je trouve préoccupant, c'est qu'on est toujours reflété Roussillon comme étant une MRC florissante et où on n'est jamais dans des indices de défavorisation qui sont bas ou quoi que ce soit. Mais pour l'observer sur le terrain, puis je pense que c'est la même chose avec tous les partenaires, c'est pas parce que le pourcentage il est bon qu'il n'y a pas de besoin. Et c'est ce qui fait que souvent, nous, on le voit, là, bon, c'est un peu éditorialiste, là, mais on voit, bon, Châteauguay fait partie aussi de Roussillon, mais souvent, il y a des fonds qui vont aller à Châteauguay, puis souvent, ils vont aller à Longueuil, puis ça passe comme par-dessus le Roussillon. Ouais. Ouais. C'était mon commentaire de ce matin pour dire que nous, on l'observe, il y a des besoins, il y a des contraintes, il y a des enjeux, que ce soit au préscolaire jusqu'à l'université, quoi que ce soit. Ouais. Dans une autre présentation, dans une autre feuille, là, on parlait de l'emploi chez les 15-24 ans, mais il ne faut pas oublier que c'est des données de 2021 où on était en pénurie de main-d'œuvre. Moi, je serais curieuse de voir le taux de chômage a augmenté, le taux de chômage augmente chez nos jeunes. C'est de plus en plus difficile. Avoir un emploi d'été pour un jeune de 14 ans, même 12 ans avant que la loi passe, il n'y avait pas de problème. Là, les jeunes arrivent de 14, 15, 16 ans, arrivent fin juillet, j'ai jamais pu trouver un emploi. On le voit aussi chez nos jeunes qui sont sous-scolarisés, on n'est plus dans cette réalité-là. Il y a encore une pénurie de main-d'œuvre pour des types d'emplois qui sont très spécialisés, mais quand il y a peu d'éducation, fait même en 3-4 ans, là, on voit un total changement au niveau de l'emploi là, chez nos plus vieux. Je suis d'accord, puis j'ai hâte de les mettre à jour, en fait, parce qu'il y a des données plus récentes sur l'emploi, puis autant dans les deux catégories qui ne sont pas nécessairement liées au recensement, qui sont liées plus à des données je dirais quasiment en temps réel. Mais j'ai hâte d'aller le changer justement parce que tout, en plus, avec la pandémie, ça a tout bouleversé. Là, il faut attendre le prochain recensement pour avoir certaines données, mais il y en a que je vais être capable d'aller chercher. Parfois, je les ai seulement à Montérégie, c'est ça qui est difficile. J'ai de la difficulté à avoir des données MRC, mais tout ce que je peux aller gratter, je vais aller le gratter pour que la prochaine version soit
plus à jour, évidemment, plus parlantes, puis que j'ai des meilleures réponses par rapport, notamment le taux d'emploi des 15 à 24 ans. C'est pas tout du monde qui vont à l'école, mais d'après ce que j'ai pu constater, c'est à peu près 60% de ces jeunes-là qui vont à l'école. 60% qui vont pas à l'école, puis 40% qui vont à l'école. Le taux d'élèves en Montérégie qui vont à l'école et aux études en même temps, c'est autour de 50%. Geneviève? Moi, je voulais juste ajouter un commentaire. Là, nous, on participe à la grande semaine des tout-petits. Je suis allée à la rencontre de l'enquête. J'y ai même répondu pour mon fils Raphaël. On dit toujours de donner les chances égales à tous les enfants. Ben, ce qu'on voit là dans Roussillon, de justement tous ceux qui ont des difficultés, mais que parce que le taux est bien, ben, ces enfants-là, ben, ils passent tout ça. J'ai regardé, moi, je suis dans le Haut-Saint-Laurent, moi, je suis proche des lignes américaines. Puis quand j'ai vu le rouge, j'ai dit, hey God, là, c'est quelque chose. Puis moi, ma fille, elle a une dyslexie, elle a une dysorthographie sévère par un TDA. Elle, les services qu'elle a, là, c'est génial. Là. Je peux pas comme. Elle a même des rencontres pour les mathématiques. L'orthopédagogue fait des maths. Je me suis fait dire que c'est rare. Fait que, tu sais, on dirait que pour avoir des services, il faut que tu sois dans une MRC qui est plus défavorisée. Puis à partir du moment où ça va mieux, tu perds les services. Si je peux juste ajouter une dernière chose, là, Chantal, nous, avec notre directrice, elle a quitté, puis elle était beaucoup là, sur des tables de la petite enfance et des choses comme ça. Et puis, on va avoir 2 séances d'aide aux examens du ministère au mois de mai. Donc, une séance de 3 heures pour les 4e années, une séance de 3 heures pour les 6e années. On peut accepter 15 enfants et c'est gratuit pour les citoyens. Donc, on a des inscriptions présentement. Là, le groupe de 4e année, on est aux 2 tiers à date. Et puis, l'autre, on est au 1 tiers, mais ils ont reçu le cahier loisir la semaine passée à cause de Post Canada. Puis souvent, les gens vont des fois s'inscrire juste 2-3 semaines avant, mais ça répond bien. Donc, nous, c'est ce qu'on a mis en place là, pour pouvoir aider. Vous, c'est dans Roussillon ou au Saint-Laurent? Là, je parle pour la municipalité pour laquelle je travaille à Sainte-Catherine dans le Roussillon. OK, parfait, c'est dans le Roussillon. OK, parfait. Mais c'est vraiment intéressant. C'est des belles initiatives, ça. Merci. Donc, merci à vous. Merci pour ça. Merci pour ce partage-là. Puis, est-ce que vous acceptez que je mette également le partage dans l'enregistrement ou je peux couper Ça va? Je peux laisser l'intégralité de cette information-là qu'on s'est échangée. Parfait. Écoutez, je vous remercie. Puis j'espère que vous revoir si jamais il y a d'autres MRC qui vous intéressent. Je m'excuse s'il y a eu quelques hésitations en ce 15 janvier. Parfois, la tête était peut-être pas encore démarrée à 100%, mais je vous souhaite un beau dîner puis au plaisir de vous revoir dans les prochaines semaines, mois. Merci beaucoup. Merci, Chantal. Merci. Au revoir. Bye.